Est-ce que l'équipe numéro un est là? L'équipe numéro un, 2 alors? Bon, deux, nous sommes là, docteur. OK. Euh, en fait, nous voudrions demander une doléance avec toutes les difficultés que nous avons eues depuis que le travail a été confié. Oui. On a eu vraiment du mal à se retrouver, à travailler ensemble avec bon, différentes contraintes. Si vous OK. pouvez nous accorder un peu plus de temps pour que nous puissions finaliser le travail et le présenter au plus tard le lundi. OK. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, moi, sur la planification opérationnelle, il me resterait 2 séances avant qu'on Mhm. amorce le logiciel. Donc, quand je parle- donc, je disais qu'il me resterait 2 séances avant qu'on attaque le logiciel. La première séance, là, je vais l'amorcer aujourd'hui. On va pouvoir voir ça aujourd'hui. Et la dernière séance, peut-être qu'on va avoir ça mardi. Lundi ou mardi. Ça va porter sur la planification des risques. Là, j'ai rencontré Emad hier et il est disponible justement à animer, mais il restait pour moi à lui confirmer le jour. Donc, je vais pouvoir lui dire de présenter ça le lundi. Le lundi, par exemple, parce que lundi, ici, c'est férié, je pense qu'il pourrait avoir du temps. On pourrait présenter ça. Et puis, mardi, on pourrait commencer avec MS Project. Donc, ce qui signifie qu'il faut maintenant. Donc, je disais que il va pouvoir animer ça le lundi. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir animer le cours pour aujourd'hui. Et puis, si vous êtes prêts d'ici à lundi pour présenter, il n'y a aucun souci. Ouais, il n'y a pas de D'accord. problème. De ce point de OK. vue-là, il n'y aurait pas de problème. Ouais, D'accord. Merci beaucoup, docteur. merci. Bien. Alors, bon, cela étant, ce qui a présenté aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Je pense pas que ça pourra nous prendre énormément de temps. On va pouvoir partager l'écran. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran partagé avec la planification des ressources humaines là? Oui, nous le voyons bien. Ouais, ouais. Ok, super. Super. Donc, 2 secondes, je vais juste... voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va voir la planification des ressources humaines parce que bien vrai que quand on est en planification opérationnelle, on essaye de se forcer à ce que. Donc, je disais que c'est bien vrai qu'on dit qu'en planification opérationnelle, on va surtout prendre des dispositions pour que nous puissions respecter des éléments sur lesquels on a discuté avec le client, notamment la qualité, c'est-à-dire le périmètre du projet, respecter le projet dans son périmètre, mais aussi un délai qui a été défini de commun accord avec le client et un coût associé à ça. Donc, vous, en tant que gestionnaire de projet ou acteur dans la mise en œuvre de ce projet, vous devrez vous efforcer à ce que vous puissiez livrer le produit ou le service en respectant les exigences qualité du client, mais aussi en respectant le délai qui a été assigné et dans les limites de l'enveloppe budgétaire qui a été convenue avec le client. Mais il est toujours nécessaire aussi de planifier autres facteurs ou autres éléments qui peuvent jouer justement sur le respect ou non des livrables ou alors des facteurs ou pas de ce sur quoi vous êtes entendu avec votre client. Parmi ces facteurs-là, il y a les ressources humaines parce que ce sont ces ressources humaines-là qui vont travailler
à livrer le projet. Donc, si on ne les planifie pas correctement et on ne les met pas aux places où elles doivent être, ça peut créer un peu de la confusion dans la mise en œuvre du projet et ça peut amener souvent à des déboires. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui va amorcer ça, les ressources humaines. Et qui parle des ressources humaines parle également des relations interpersonnelles. Donc, quand on parle d'individus ou d'humains qui travaillent sur un projet, ben, ça pose nécessairement la question, ça soulève nécessairement la question de la communication entre ces personnes-là. Et pour faciliter le processus de gestion de projet aussi, ou de planification opérationnelle, il est important de planifier la communication. Donc, ce sont ces deux thématiques-là qu'on va aborder aujourd'hui. OK? Et puis, à la prochaine fois, on va pouvoir aborder la thématique sur la planification des risques. Alors, du point de vue planification opérationnelle, ce on va pouvoir dire, c'est que quand vous devez planifier un projet, comme je l'ai dit, en se basant sur le PMBOK Guide, notamment euh, le document des bonnes pratications de projet, je vous ai dit que ce document-là organise les processus de gestion de projet en trois parties. C'est-à-dire, ça vous présente les données d'entrée, ensuite les techniques et les méthodes utilisées, et après, ça vous présente les outils de sortie. Donc, lorsqu'on décide de planifier un projet, ou alors de planifier les ressources humaines d'un projet, Même si tu t'appelles. on a besoin, on a besoin d'outils d'entrée. Parmi ces outils d'entrée, là, vous avez la charte de projet. Ben, la charte de projet, c'est comme un document qui fait le synopsis du projet, en fait, où on a les éléments sur lesquels on s'est entendu avec le client, et puis tout est arrêté. Ça décrit le périmètre, la durée, mais aussi le coût du projet et les parties prenantes du projet. Ce document-là est un document important parce que il vous permet de comprendre quels sont, et dans ce document, on a les parties prenantes qui sont représentées, ou alors on a les ressources proposées pour exécuter le projet. Ces ressources sont présentées là. On a besoin de ces ressources-là pour pouvoir, ce sont ces ressources-là qu'on va planifier, ou ce sont ces individus ou ces ressources humaines qu'il faudra planifier quand on parle de planification des ressources humaines. Donc, la charte de projet constitue nécessairement un facteur à prendre en considération. Deuxième élément à utiliser comme donnée d'entrée, c'est la structure de découpage du projet. Pourquoi? Parce que on est censé planifier les ressources humaines signifie affecter les ressources humaines aux tâches qui ont été planifiées. Et les tâches planifiées découlent de la structure de découpage du projet, la SDP. Donc, la SDP vous donne la liste des tâches à exécuter ou à réaliser dans le cadre du projet. Et les individus ou les ressources humaines doivent être affectés à ces tâches-là. C'est pourquoi on a nécessairement besoin de la structure de découpage du projet. Ensuite, on a besoin du calendrier du projet parce que c'est ce calendrier-là qui nous aide à comprendre où telle activité commence et où ça se limite. Et ça vous permet de voir, OK, si X est affecté à Y activité et Y et Z est affecté à telle activité et qu'il y a une contrainte ou alors il y a une liaison début-fin ou fin-début entre la tâche X et la tâche Z, en ce moment-là, le calendrier vous permet de faciliter la communication entre les acteurs responsables de la mise en œuvre de cette activité-là. Donc, le calendrier du projet aussi est important. Autre élément à prendre en considération sont les facteurs organisationnels. Il y a plusieurs éléments qui constituent ces facteurs organisationnels-là qu'il faut prendre en considération pour pouvoir mieux planifier. Je vais pouvoir aller un peu plus en détail par rapport à ces facteurs organisationnels parce qu'on n'a pas encore amorcé ça. Donc, pour commencer, on va pouvoir parler de la charte du projet qui était un outil d'entrée qu'il faut nécessairement utiliser. C'est un document qui fournit une description générale du projet, mais aussi les exigences qualité du client et ça contient la liste aussi des parties prenantes. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on a besoin de ce document-là. Je le disais tantôt. Maintenant, la structure de découpage du projet, comme vous le savez, c'est la SDP. Pourquoi on a besoin? Parce que en bas ici, là, on a l'ensemble des tâches qui ont été planifiées et il nous faut maintenant affecter les individus à ces différentes tâches. Donc, affecter les individus aux tâches qu'on a ici, ben, c'est ce qu'on va appeler la planification organisationnelle ou alors la planification des ressources humaines. Donc, c'est pourquoi on a besoin de la structure de découpage du projet. Le calendrier, je voulais présenter aussi, c'est que
Il présente les délais nécessaires aux activités à réaliser, mais aussi les ressources à affecter à ces activités-là. On a besoin de ça comme outil. Maintenant, du point de vue facteur organisationnel, on a plusieurs éléments à prendre en considération. Premièrement, la culture et la structure organisationnelle. Ben, la culture organisationnelle, parce que c'est elle qui constitue un peu le fondement qui fait fonctionner l'organisation, dont les individus adhèrent en réalité aux valeurs de l'organisation et ces valeurs-là sont nécessairement basées sur la culture de cette organisation, bien que cette culture-là a des éléments qu'on ne voit pas. Ensuite, vous avez la structure organisationnelle. On va pouvoir parler de cela en détail. Mais bien avant de parler de ça en détail, je vais pouvoir parler aussi de la répartition géographique des ressources humaines. Peut-être que vous avez un grand projet ou un projet qui couvre plusieurs pays. Je vois souvent des projets qui couvrent la Guinée, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, OK? Un projet qui couvre ces trois pays-là signifie que vous aurez des acteurs qui ne sont pas aux mêmes emplacements. Même en Guinée, vous pouvez avoir des projets pour lesquels il y a certains acteurs qui sont à Conakry, d'autres qui sont éparpillés un peu à l'intérieur du pays. Ben, ces facteurs-là, il faut en tenir compte quand on fait la planification organisationnelle ou la planification des ressources humaines. L'autre chose aussi à tenir en compte comme facteur organisationnel, ce sont les compétences des ressources humaines, parce que ce sont ces compétences-là qui vont déterminer ben, quel acteur va être affecté à quelle tâche. Donc, on tient compte des compétences des ressources humaines pour les attribuer des rôles. Vous verrez tout à l'heure quels sont ces rôles-là en gestion de projet ou alors en planification. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler la disponibilité. OK? Dans quelle mesure ces ressources humaines-là, on peut facilement les mobiliser, les affecter à des tâches. Donc, c'est un ensemble de facteurs comme ça là, qu'il faut prendre en considération lorsqu'on planifie les ressources humaines. Revenons un peu sur la structure organisationnelle. En fait, comme je vous l'ai dit, la notion de projet, ce n'est pas forcément ce que beaucoup pensent. Ce n'est pas forcément les projets de développement. D'ailleurs, la gestion de projet, ça a commencé et la plupart des coûts de gestion de projet portent sur les projets en milieu entrepreneurial, c'est-à-dire en milieu d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui développe un projet pour un client ou une entreprise qui introduit un changement dans son fonctionnement ou dans son organisation ou dans son système de production. On appelle ça un projet et on va devoir gérer ce projet jusqu'à ce que le changement voulu puisse être atteint. Donc, étant donné cette situation, la manière de s'organiser au sein d'une organisation ou au sein d'une entreprise pour gérer un projet peut différer d'une organisation à l'autre. Vous allez voir certaines structures ou alors vous allez voir certaines entreprises ou certaines organisations qui vont adopter ce qu'on appelle le style de gestion de projet qu'on va appeler le projet au sein de la structure fonctionnelle. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que ici, on a par exemple l'organigramme, admettons que ça c'est l'organigramme d'organisation, on a des directions métiers, c'est-à-dire que on a plusieurs départements. Admettons ici, ça peut être peut-être la direction marketing. Ici, peut-être on a la direction production. Et puis, on a peut-être la direction RH. OK? Et puis aussi, on va avoir quoi ici? Peut-être direction comptabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans l'organisation, on a un ensemble de directions. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un projet qui concerne, par exemple, la direction de production. Peut-être on a décidé de changer d'autres chaînes de production. En fait, on veut modifier le système de production et mettre en place un nouveau système de production. Ben, dans ce cas de figure, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les acteurs qui vont être affectés au projet, ce sont les acteurs qui travaillent au sein de l'unité concernée par le projet. Donc, on va avoir la direction métier, disons le directeur hiérarchique ou alors le supérieur hiérarchique est là. Et au sein de son unité, ben, on va avoir des acteurs qui, à la fois, vont travailler à produire, mais vont travailler aussi à la mise en œuvre d'un nouveau système de production. Donc, voilà un premier élément à considérer. Un second élément, c'est que on peut décider d'être dans une structure matricielle, c'est-à-dire qu'on met en œuvre le projet, mais c'est un projet qui concerne, admettons, plusieurs directions de l'organisation. Admettons ici, là, on a quatre directions, mais il y a, il y a trois directions qui sont touchées par le changement qu'on veut apporter ou alors par le projet qu'on veut mettre en œuvre. Qu'est-ce qui peut se passer? Dans ce cas, on va avoir
les directeurs métiers, OK, les directeurs métiers qui seront là, et il y a des acteurs au sein de cette direction métier qui vont être affectés au projet. Vous voyez? Donc, admettons la direction marketing, on pourrait prendre le responsable des ventes. Lui, il va travailler au sein du projet. Mais ce qui se passe, c'est que il va continuer à assurer ou à assumer son rôle de directeur des ventes, mais en même temps, il va avoir un rôle au sein du projet. Donc, il va être en réalité soumis à deux commandements parce que quand on a à mobiliser plusieurs acteurs au sein de plusieurs unités, en ce moment, on va pouvoir nommer un coordinateur qui va coordonner le travail des acteurs qui ont été affectés au projet et qui proviennent justement des directions métiers. Et ce qui va se passer, c'est que ben, on va avoir un coordinateur ici, mais au sein de chaque unité, on va avoir un chef de projet, en fait, un responsable qui s'occupe du développement du projet au sein de son unité. Et donc, le coordinateur sera ici et coordonne les activités des différents chefs de projet au sein des unités. Mais ces chefs d'unité aussi sont sous la supervision hiérarchique de leur directeur métier. Donc, ils sont comme sous le commandement de deux personnes, à la fois du coordinateur qui coordonne l'ensemble du projet ou l'ensemble du programme qui est mis en place, tandis que les chefs de projet métier vont pouvoir également être sous la direction de leur chef hiérarchique, d'un chef hiérarchique. On va appeler ça la structure matricielle faible. Mais il existe aussi la structure matricielle forte où on a le projet qui touche l'ensemble, OK, l'ensemble de l'organisation, donc toutes les directions de l'organisation sont impliquées. En ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer un directeur projet qui va justement mobiliser les acteurs au sein de toutes les directions. Et dans chaque direction, on va avoir un chef de projet métier. Là, c'est aussi une manière de s'organiser hein, pour mettre en œuvre le projet. Une autre manière de fonctionner et qui est souvent pas mal courante dans les organisations, c'est ce qu'on appelle les projets dédiés ou alors les équipes dédiées ou les projets sortis. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suppose qu'on a besoin des compétences des acteurs qui sont des acteurs métiers. Ici, on a besoin d'eux pour le projet. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les détache complètement, on les prend complètement et on les met dans le projet. Pour analogie, je peux prendre par exemple le projet Bossage, hein, ben, le chef connaît, le chef Amara. Euh, s- Admettons, ce projet-là, c'est un projet qui était logé, je pense, au ministère de la Jeunesse, quelque chose comme ça. Et puis, ce qu'on peut, dans ce cas de figure-là, on se dit, OK, ben, ce qu'on va faire, il y a des cadres au sein du ministère de la Jeunesse et puis au sein des, disons, des directions appartenant au ministère de la Jeunesse qu'on va pouvoir, comment ils appellent ça, détacher, qu'on va pouvoir détacher et mettre au compte du projet. Donc, eux, ils vont venir travailler au sein du projet. Pendant le moment où ils travaillent au sein de ce projet-là, ils n'ont aucun compte à rendre à leur directeur métier. Ils sont sous la coordination de leur directeur de projet. Le jour où le projet finit, l'organisation temporaire mise en place disparaît et eux vont retourner à leur poste d'origine. Donc ça, c'est aussi hein, une manière d'implémenter des projets au sein de l'organisation. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le projet, il est carrément sur l'organisation. Les acteurs sont dédiés au projet et ils n'ont plus de responsabilité dans leur structure hiérarchique. Le jour où le projet va finir, c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir rejoindre leurs équipes. Donc, ce sont des facteurs, des éléments qu'il nous faut tenir en compte. Il nous faut comprendre comment l'organisation fonctionne de ce point de vue-là, quel est le type de structure organisationnelle mise en place pour pouvoir nous aider justement à pouvoir, euh, à pouvoir mieux faire ou à pouvoir mieux planifier. Donc, ça, c'était par rapport au... Oui, colis. Ah, Par on rapport entend. à la structure de... Allô? Oui, allez-y, c'est bon. C'est bon, on entend maintenant. Voilà. Je disais par rapport à la structure organisationnelle, Oui. est-ce que Mhm. ces facteurs-là doivent ressortir normalement dans les documents de procédure administrative
ou les statuts? Est-ce qu'il faut ressortir que, par exemple, chez nous, Oui, lorsqu'on a un projet spécial, c'est-à-dire oui, qui n'a rien à voir avec les projets ordinaires, quand on a un projet spécial avec un financement d'un bailleur, si oui, on doit normalement mettre une personne, on doit recruter normalement des personnes pour oui, gérer le projet. Maintenant, s'il oui, se trouve qu'en amont, on a des compétences au niveau du personnel, oui, on peut procéder à l'affectation de certains personnels sans passer par le recrutement. oui. Mais sauf que par endroit, nos procédures ne demandent pas ça. Est-ce que Mhm, dans ce cas de figure-là, il faut oui, que si on doit prendre une personne, par exemple, dans l'organisation pour affecter à un projet pour qu'il puisse gérer et après revenir à son poste, il faut que ça oui. soit détaillé dans les procédures administratives ou est-ce qu'il y a un organigramme spécifique qu'il faut mettre en place? Ben, absolument, tout ça, c'est fonction un peu, c'est pourquoi il y a le manuel de procédure qui décrit tout, en fait. Si dans votre manuel de procédure, vous dites que pour tout projet, il faut qu'il y ait, pour l'équipe qui va gérer le projet, il faut qu'il y ait un appel d'offres, que ce soit interne ou externe, en ce moment, ce que vous allez pouvoir suivre. OK, ça, c'est vraiment pour l'acquisition. Ou encore, si vous dites, OK, ben, nous, on a des projets, on a des acteurs qui travaillent au sein de l'organisation, ben, dans le cas où on aurait un projet, en fonction de leurs compétences, on va les affecter. Là aussi, c'est vraiment en fonction de vos procédures internes, en fait. Donc, ce sont vos procédures internes qui vont déterminer ça parce que si, surtout dans le projet de développement, ce problème se pose quand on est en projet de développement, mais quand on est en projet entrepreneurial, des projets au sein des organisations telles que publiques ou alors des organisations comme les entreprises, en ce moment-là, souvent, on regarde si les compétences manquent. En ce moment, on va les chercher à l'extérieur. Mais si les compétences sont à l'intérieur, ben, on les affecte parce qu'on est censé développer un produit ou on est censé livrer un projet à un client donné. Donc, si on a les ressources qui sont disponibles au sein de l'organisation, on va affecter ces ressources-là à ça. Et s'il y a des ressources qui manquent, on va pouvoir faire appel à l'externe. OK? Donc, ça fonctionnerait comme ça. Mais au sein des organisations non gouvernementales, des ONG, des agences de développement, je pense que tout doit être documenté dans le manuel de procédure qui explique comment on fait la dotation en personnel et comment on affecte le personnel aux différentes tâches ou alors aux différents projets. C'est pourquoi je disais que ce sont des éléments dont il faut avoir connaissance avant de passer à la planification organisationnelle ou la planification des ressources humaines. C'est bon? Ok, merci. C'est bon, merci. Yeah. Merci beaucoup. Donc, ben, du point de vue outils à utiliser pour planifier, pour faire la planification organisationnelle ou pour planifier les ressources humaines, vous avez ce qu'on appelle le diagramme des responsabilités et vous avez la matrice des responsabilités. On va pouvoir parler de ces deux éléments. Quand on prend le diagramme des responsabilités, c'est comme ça, ce diagramme va se présenter. Ça ressemble un peu au WBS, mais lui, on va appeler OBS. Au lieu de Work, on va avoir plutôt Organizational. Donc, c'est la structure organisationnelle du travail. En ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter des rôles à chaque acteur. Par exemple, on va dire, OK, prenons le premier acteur, lui, on va lui confier le rôle de la gestion des données. Donc, tout ce qui est lié à la gestion des données, c'est Alan qui va s'en occuper, tandis que Ayub, il va s'occuper de tout ce qui est ajout de données ou facilitation de l'ajout d'articles, tandis que Florent va s'occuper de recruter des utilisateurs. Geoffrey, lui, il va s'occuper d'exporter des données OSM, tandis que Greta, lui, va s'occuper de l'export des données vers Wikipédia. En fait, il s'agit ici d'un projet qui vise à développer une base de données, système d'information pour un client donné. Et là, on a des membres de l'équipe qui sont là et on affecte les membres à des rôles. Ça, c'est une manière de fonctionner et beaucoup fonctionnent comme ça, dire, OK, ben, on va nommer tel. Toi, tu as la fonction de chef de projet, toi, tu as la fonction de responsable de suivi-évaluation, toi, tu as la fonction d'assistant projet ou de support projet. Ça, c'est vraiment dans cette optique-là. Or, quand vous raisonnez de cette manière-là, vous êtes dans une dynamique macro, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la planification de la micro-planification. Là, vous êtes dans une planification macro pour dire que gestion des données, il y a beaucoup de choses qui entrent dans la gestion des données et vous confiez tout ça à l'AN. Or, la matrice de responsabilité vient plutôt nous aider à aller dans les fins détails pour faciliter le travail. Et cette matrice de responsabilité-là, on l'appelle la matrice RACI.
Peut-être que certains parmi vous ont coutume, l'ont déjà vu quelque part, mais cette matrice de responsabilité, on essaye de lister toutes les tâches. On ne va pas lister des fonctions ou des rôles, mais ici, on va lister les tâches qui ont résulté de notre processus de planification structurelle, c'est-à-dire toutes les tâches qu'on a obtenues ici, en bas, parmi nos lots de travaux ici, là, toutes les tâches qui sont là, ben, on va pouvoir les lister. Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, jusqu'à lot X. On va pouvoir tracer toutes ces tâches-là. Et puis en colonne, on va pouvoir placer tous les acteurs du projet. Tous les acteurs au sein du projet, on va pouvoir les placer en colonne. Et c'est un exemple que je viens de mettre. C'est vrai que ce n'est pas un projet, c'était une activité. Je l'avais planifié de cette manière-là. On mettait en œuvre un projet et dans ce projet-là, il y avait un aspect formation des chefs de quartier. On devait former les chefs de quartier de 3 communes de Conakry. En l'occurrence, les communes de Ratoma, Matoto et Mata. OK? On devait former les chefs de quartier sur l'animation des forums locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qu'on appelait les FLSPD. Ils devaient animer ça et puis on devait les former. Et de ce point de vue, pour organiser cette formation, ben, j'ai préparé un petit document, pas complet, que j'utilise comme exemple de matrice de responsabilité. Dans le document, ben, on a pu placer ce qu'on appelle les différents acteurs du projet. En fait, dans le projet, on avait un coordinateur, Alain Condé. Eh ben, moi, j'étais chargé d'études et évaluations. Ma collègue Justine était chargée de projet. Asmaou, elle était chargée de communication. Et puis Alphonse, ok, lui, il était plutôt responsable admin-finance, administratif et financier pour l'organisation. Lui, ce n'était pas pour le projet, mais il était responsable admin-finance pour l'organisation pour laquelle on travaillait. Donc, pour organiser la formation, moi, j'ai fait ce qu'on appelle comment dire, ma structure de coupage du projet, c'est-à-dire ma SDP. Et après mon travail, je me suis rendu à ces lots de travaux. OK? Ces lots de travaux ici. Je me suis rendu compte que pour organiser et animer une formation, il faut rédiger et envoyer des courriers pour inviter les gens à la formation. Ensuite, il faut réserver une salle où la formation va se tenir. Il faut préparer la restauration et les primes de transport pour les participants. Il faut il faut s'organiser pour que l'événement soit couvert par les médias, par exemple. Donc, on appelait ça activité de communication. Ensuite, il faut animer la formation en tant que telle. La formation doit être animée. Et puis, il faut évaluer la formation et enfin, il faut rédiger un rapport de formation. Voilà l'ensemble des tâches que j'avais eu à identifier. Maintenant, étant donné que je connais la fonction de tous les acteurs au sein du projet, je sais par exemple que Asmaou était responsable de communication, Justine, responsable de projet, tandis que Siba était responsable suivi, évaluation et tout ce qui s'ensuit. Condé, lui, il était coordinateur de projet, Alphonse, responsable admin et finance. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les tâches et je me dis, ben, ces tâches-là, on doit affecter chaque individu à une tâche donnée. Mais l'affectation des individus doit tenir compte de l'acronyme RACI, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire simplement que tel élément ou alors telle tâche doit être réalisée par tel acteur. Non. Il faut pouvoir attribuer plusieurs rôles à plusieurs acteurs. En fait, des rôles à plusieurs acteurs par tâche. Parmi ces rôles-là, vous avez le rôle de responsable qui représente le R. Vous avez le rôle d'approbateur qui est A. Vous avez le rôle de consultation qui est C et le rôle d'information qui est I. En fait, quand je prends la tâche rédaction et envoi de courrier, il me faut trouver il me faut trouver un responsable pour ça. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui doit réaliser la tâche. Alors, bonsoir, docteur. Nous vous entendons avec beaucoup de micros Hein? Allô? coupés. Est-ce que ce n'est pas de votre côté alors? Est-ce que Ah, vous autres c'est à son m'entendez? niveau sûrement, hein, parce que nous, on vous entend bien. Ah, ah, OK.
Donc, je disais tantôt que ben, pour ce premier, pour ce R-là, il faut trouver un R, il faut trouver un responsable. C'est lui qui est, en fait, si la tâche n'est pas réalisée, c'est lui qui va répondre. En fait, c'est lui qui va assumer, en tout cas, la sanction ou alors les conséquences liées à ça. Il va endosser la responsabilité. Et ce que je m'en vais vous dire à ce niveau, c'est que lorsque vous faites de la planification organisationnelle, évitez deux choses par rapport au rôle R. Par rapport au rôle R, évitez qu'il y ait une tâche pour laquelle on n'a pas de R. Si vous avez une tâche pour laquelle on n'a pas de R, ça veut dire que la tâche ne sera pas réalisée. Donc, s'il n'y a pas de responsable pour une tâche, on crée de la confusion, c'est que la tâche ne sera pas réalisée. Premier élément. Deuxième élément, évitez qu'il y ait plus de un R pour une tâche. Parce que lorsqu'on a deux R, deux responsables, ce qui peut arriver, c'est que le responsable 1 peut se dire, OK, de toutes les façons, on est deux. Si je ne fais pas, l'autre va faire. Donc, si lui, il ne fait pas et que son collègue aussi développe le même raisonnement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, personne ne va le faire et la tâche ne va pas être réalisée. Parce que l'autre pense que l'autre va faire, l'autre aussi pense que l'autre va faire. Finalement, personne ne fait et la tâche n'est pas réalisée. Ça ne veut pas dire non plus que on doit laisser le soin d'une tâche à un seul individu. Même si plusieurs personnes doivent réaliser la tâche, il faut identifier quelqu'un qui est censé faire coordonner les efforts des autres pour que le travail se fasse. Comme ça, si le travail n'est pas fait, c'est lui qui va répondre. Mais n'affectez pas deux responsables à une tâche. Affectez un seul responsable qui peut travailler avec d'autres. Donc, maintenant, pour revenir à notre exemple, la rédaction et l'envoi de courrier, étant donné que je sais qu'Alphonse était ce qu'on va appeler le responsable admin-finance, donc administration et tout ce qui est administration et finance, c'est lui qui s'occupe, et rédiger des courriers, c'était de l'administration. Nous, on lui a affecté le rôle R pour dire qu'il est responsable de la rédaction et de l'envoi des courriers. C'est lui qui doit rédiger les courriers qu'il va envoyer, OK, qu'il va envoyer aux personnes qui devront assister à la formation. Oui, Robert? Allô? Oui, bonsoir, mais on entend à peine, hein? La voix, elle est très basse. Je ne sais pas si c'est moi seul, mais moi, j'ai de la misère à vous entendre. Vous m'entendez? Oui? Oui. Je disais que dans la matrice RACI, là, Oui? on met responsable. Est-ce que, parce que dans certains endroits, on met Mhm. redevable. Est-ce que responsable et redevable, ça revient à la même chose? Oui, Ok, absolument. ça marche. Ça Donc, marche. il y en a qui vont mettre responsable, il y en a qui vont mettre réalisateur, il y en a qui vont mettre redevable. Ça dépend. Mais l'idée, c'est que quand on met un R, c'est pour dire que c'est cette personne-là qui assume la responsabilité de ce travail. OK? Ensuite, l'autre chose à avoir, l'autre fonction qu'on a, c'est le A. Le A, c'est l'approbateur ou celui qui approuve. OK? Donc ici, Alphonse va s'occuper de rédiger et d'envoyer le courrier, mais cette tâche de rédaction et d'envoi de courrier doit être approuvée par Condé. Vous voyez, Condé, il a quasiment que des fonctions d'approbateur. Parce qu'en fait, dans le projet, c'était le coordinateur. Donc, il fait faire le travail aux autres et lui, il approuve. Donc, Alphonse peut bien rédiger son courrier, mais il faudrait que le courrier soit validé par Condé. Donc, Condé joue le rôle d'approbateur. En fait, ce qui se passe ici, c'est que Condé est le patron de tous qui sont ici. C'est lui le chef de projet, en réalité. Maintenant, vous avez le rôle C. Le rôle C, c'est le rôle de consultation. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on consulte, c'est pour que la personne nous fournisse une information dont on a besoin pour réaliser notre activité. Par exemple, Alphonse, pour rédiger et envoyer ses courriers, il doit consulter Justine. Pourquoi Justine? Regardez, Justine est responsable d'une chose. Elle est responsable de la réservation de la salle de formation. Donc, Alphonse a besoin d'elle. Pourquoi? Parce que dans son courrier,
il doit indiquer où la formation va se tenir. Où la formation va se tenir. Et cette information-là, c'est Justine qui la dispose, parce que c'est elle qui est responsable de la réservation. Donc, Alphonse a besoin de consulter Justine pour pouvoir rédiger et envoyer son courrier. Donc, Justine joue le rôle de C pour la première tâche. OK? Donc, autre élément à savoir ici, c'est que A, ou autre conseil à donner, c'est qu'il faut éviter d'avoir plusieurs A dans une matrice RACI. Quand vous avez plusieurs A, ça crée une structure bureaucratique et ça peut être contre-productif parce que ça va vous retarder. Parce que quand vous avez plusieurs A, ça signifie que le premier A va approuver, ensuite on envoie sur le deuxième A qui va approuver, le troisième va approuver. Finalement, on sera dans de la bureaucratie interminable, on ne va pas bouger. Identifier une personne ou peu de personnes qui assument le rôle d'approbateur. Mais quand il y a plusieurs approbateurs, ça retarde un peu l'avancement. Nous qui sommes des consultants et qui produisons, qui faisons des études là, on est souvent confrontés à ça parce que généralement, il y a plusieurs approbateurs au sein de l'organisation qui nous recrutent. Parfois, vous avez deux, trois personnes ou quand vous envoyez par exemple un rapport, ben, il y a d'abord une première personne qui va lire, ensuite envoyer à une seconde personne, envoyer à une troisième personne, envoyer à une quatrième personne. Ça fait que si vous, dans votre planification, vous avez prévu euh, 2 jours pour 2 jours pour recevoir les commentaires, vous risquez de vous retrouver à 1, 2 semaines pour recevoir ces commentaires-là parce que ben, le document s'est dépassé hein, d'un niveau d'approbation à un autre niveau d'approbation, et ainsi de suite. Donc, limiter le nombre d'approbateurs le plus limité à un minimum possible, en fait. Ça vous permet d'éviter les choses. Ensuite, autre élément à savoir, c'est que vous pouvez ne pas avoir d'essai. C'est pas grave. Si, par exemple, Alphonse disposait de toutes les informations, admettons que c'est lui-même qui devait aussi réserver la salle et tout, en ce moment-là, il n'a pas besoin hein, de consulter Justine pour faire son courrier. De même, on peut avoir plusieurs C. On aurait pu mettre un C ici, un C. On peut avoir plusieurs I. Ce sont des rôles qui peuvent se multiplier. On peut avoir besoin de consulter plusieurs personnes. OK? Admettons par exemple que oui, lui, on aurait même pu aussi ajouter au rôle de Condé le rôle de C aussi, par exemple, un second rôle de C. Pourquoi? Parce que Alphonse peut dire, OK, c'est moi qui fais le courrier et qui doit les envoyer. C'est vrai que le lieu de la formation, c'est Justine qui dispose de l'information, mais quel jour la formation va se tenir? Parce que dans mon courrier, il faut que je mette aussi le quand. Le quand, ça aura lieu quand. Ben, ces camps-là, peut-être que c'est Condé qui dispose. Dans ce moment, Condé peut aussi jouer le rôle de C. Fait que c'est vraiment pas parce que la personne est notre supérieur hiérarchique, mais c'est que la personne dispose d'une information qui peut sauver notre peau. Le I, quant à lui, c'est le rôle d'information, c'est-à-dire qui va être informé. C'est-à-dire, une fois que je réalise ma tâche, une fois que les courriers sont rédigés et envoyés, qui doit être informé? Par exemple, quand je prends en réservation de la salle, Justine, elle est responsable, OK? Mais elle va devoir consulter SIBA. Pourquoi? Pourquoi consulter SIBA? Parce que SIBA est celui qui va diffuser la formation, l'évaluer et faire le rapport. Ça veut dire que c'est lui en réalité qui est le responsable de l'activité formation. Étant responsable de l'activité formation, c'est lui qui connaît le camp. Il connaît quand est-ce que la formation va avoir lieu. Maintenant, pour réserver la salle de formation, Justine doit consulter SIBA pour demander quand est-ce que la formation aura lieu pour me permettre de réserver, parce que quand je vais à la réservation, on va me dire votre activité aura lieu quand. Donc, il va prendre l'information auprès de SIBA. Maintenant, il va aller démarcher auprès de plusieurs établissements où on peut animer des formations. Ben, une fois qu'il a trouvé des options, il faut que ces options-là soient validées par Condé. Donc, Condé devient l'approbateur. OK? Mais une fois que le lieu est maintenu, Alphonse et Asmao doivent être informés. Pourquoi?
Parce que, regardez, Alphonse est responsable de quoi? De la rédaction des courriers, mais aussi de la restauration. Donc, s'il doit négocier tout ce qui est lié à la restauration, ben, il faut qu'il sache où ça doit avoir lieu. Donc, l'activité restauration est liée à l'activité réservation de la salle, naturellement. De même aussi, Asma doit être informée. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est responsable de quoi? De tout ce qui est activité de communication. Donc, si elle doit inviter les médias, ben, il faut qu'elle dise aux médias où l'activité va avoir lieu, ok? Où l'activité va se tenir. Donc, elle doit aussi être informée pour qu'elle puisse prendre des dispositions en conséquence. Donc, dans le fond, c'est comme ça doit fonctionner en ce qui concerne la matrice des responsabilités. Le conseil, je vais encore le reprendre, éviter d'avoir une activité ou une tâche où il n'y a pas de R, limiter le nombre de R à un seul, limiter le nombre de A. Vous pouvez avoir plusieurs C et plusieurs I. Vous pouvez même avoir des tâches pour lesquelles vous n'avez pas de A, vous n'avez pas de R, et vous n'avez pas de A, de C ou de I. Mais vous ne pouvez pas avoir une tâche sans R. Donc, si dans une matrice RACI, il n'y a pas de R, c'est un problème. S'il y a plusieurs R, c'est un problème. S'il y a plusieurs A, c'est un problème. Mais s'il n'y a pas de C, ni de I, ni de A, c'est pas forcément un problème. Donnez-moi un. Oui, on a mon oncle qui a levé la main, Séverin C. Allez-y. Est-ce que le micro n'est pas fermé? On n'entend pas, hein? Allô? Oui, allô, oui. Voilà, je vais utiliser le micro de M. Akwe. OK. Ok, c'est par rapport à la responsabilité qu'on est en train de parler, c'est un exemple qui m'inquiète souvent que je voudrais le poser ici. OK. C'est souvent avec nos amis de la banque. Mhm. Quand on a un montant à décaisser et qu'on a un chèque qu'on dépose, Mhm. tu vois que le niveau d'approbation va de ligne en ligne. Mhm. Je vais presque défiler toute la journée à la banque. Je ne sais Mhm. pas pourquoi ça. Ah, c'est qu'ils ont mis en place beaucoup de A. Oui, Ils ont mis en place d'instances. Mais ça aussi, c'est le règlement de la banque. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est comme ça, c'est écrit. Les règles sont comme ça. On n'a pas d'autre choix, quoi, que de suivre ça. Donc, et ils n'évoluent pas en mode projet, ils évoluent en mode opération. Ce sont les opérations, c'est pas des projets, quoi. Dans le fond, il n'y a pas une question de délai. Le délai, ça fait rien un peu à eux autres, quoi. Alors que les projets, nous, on est dans une dynamique où on doit respecter les délais quelque part. Les délais sont oui. là. Si on ne les respecte pas, on va se trouver coincé. Et si on est confronté à ce problème de respect des délais, on se crée plusieurs, plusieurs instances d'approbation. En ce moment-là, on est en train de créer des conditions pour dépasser les délais prévus pour l'activité à réaliser, en fait. Ouais, là, docteur, je me dis que les banques doivent prendre beaucoup de précautions par rapport à ça parce que ça fait retarder les projets. Et Absolument, oui. chaque niveau d'approbation, les gars, ils t'appellent. C'est toi qui as mis le chèque là. Après, l'autre aussi t'appelle. On passe toute une journée à vous appeler. Uh-huh. Ça devient un peu compliqué. Ah, ah, oui. Ah,
Vraiment, D'accord. j'avoue que ça, à ce Merci. moment, Peut-être par ça rapport peut à être ça, là, je trouve qu'il y d'accord. a beaucoup de A. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Docteur, Oui, ça nous arrive aussi au niveau de l'administration publique, oui, même s'il y a un seul approbateur qui est le directeur, par exemple, mhm, il arrive que quand un courrier rentre ou une demande rentre au niveau du secrétariat du directeur, ça mhm, doit faire le circuit, ça va jusque ce directeur, ça mhm. revient au niveau du DGA et puis le chef de département concerné avant d'orienter le dossier à étudier par le service. Est-ce que Ouais. ça aussi, ce niveau, il n'y a pas une certaine lourdeur? Parce qu'il y a beaucoup de niveaux de vue et d'approbation avant que le dossier ne revienne pour des fins de réponse Ouais, par rapport à ce absolument. qui est D'ailleurs, demandé même par c'est le terme, c'est l'expression qu'il me fallait utiliser. Quand on a beaucoup de A, ça crée une lourdeur administrative en réalité. C'est le terme que je voulais trouver tantôt. C'est pourquoi, quand Prince 2, ils ont constaté ça et ils ont créé ce qu'on appelle le management par exception. C'est-à-dire que pour chaque niveau de responsabilité, par exemple, vous avez, on a dit, le niveau le plus bas ce sont les acteurs métiers ou les acteurs du projet. Ensuite, vous avez le chef d'équipe, les membres d'équipe d'abord, le chef d'équipe, le chef de projet, ensuite le comité de pilotage et l'exécutif ou alors l'organisation ou la direction générale. Donc, il y a le management par exception, c'est qu'on donne des latitudes, on donne un peu hein, des marges de manœuvre à chacun. C'est-à-dire le chef de projet a une marge de manœuvre, le comité de pilotage a une marge de manœuvre, le chef d'équipe a une marge de manœuvre. Donc, tant que la marge de manœuvre n'est pas dépassée, on peut exécuter sans demander de l'approbation, tant qu'on n'a pas dépassé la marge de manœuvre. Vous voyez, ça, c'est management par exception est justement introduit dans Prince 2 pour éviter justement ces structures bureaucratiques qui se soldent par une lourdeur administrative. C'est pourquoi on ferait bien que les organisations, que ce soit des établissements publics ou en tout cas les entreprises, même si ce sont des opérations qu'on réalise, mais qu'on évolue en mode projet. Quand on évolue en mode projet, à ce moment-là, ça nous permet de faire face à beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le quotidien, en fait. Est-ce que Robert, c'est une ancienne mère ou une nouvelle mère? C'est une nouvelle main, vous OK, allez me permettre. OK, Je allez-y. voulais bien sûr m'intéresser, je crois, à l'architecte. OK, Quand je parle de la banque, ils utilisent un principe de la comptabilité, au fait. C'est oui, le principe de prudence. oui, Donc, ça fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup de R qui doivent intervenir pour s'assurer que mhm, vraiment c'est ce qu'il faut faire. Et beaucoup de questions, beaucoup de preuves avant de débloquer le montant. Parce que là, il n'y a pas d'erreur. C'est comme un médecin, quoi. Quand il fait une erreur, oui, c'est que c'est fini. C'est une vie qui est partie. Donc, à oui, ce niveau, c'est ce qui fait qu'il y a assez d'air là-bas. C'est un peu ce que je voulais dire. oui. Merci Et il y Ouais, a beaucoup. beaucoup de A aussi là-bas. allô? Allô, docteur Oui, Siba? oui, Oui, en fait, moi, j'ai vraiment suivi votre intervention d'éviter beaucoup de A. Mais oui, il y a un problème, puisqu'il y a certains projets, par exemple, le système est déjà conçu par rapport au projet. Et oui, il y a des organisations, par exemple, ils ont leur système de travail. Vous, mhm, en tant qu'acteur de mise en œuvre, tu ne peux pas influencer ce système. Moi, par exemple, je travaille dans un projet étatique, mais le mhm, paiement se fait par une ONG internationale. Cette ONG mhm, internationale, déjà, ils ont déjà leur système de paiement. Donc, il y a mhm, plusieurs, comme l'a dit M. Guilabou, il y a plusieurs tours, n'est-ce pas, pour payer, pour mhm, faire le paiement des acteurs qui ont réalisé l'activité. Donc, mhm, vraiment, on a ces petits, actuellement, on a ces petits soucis-là. oui, oui. En fait, ben, ce qu'il faudra retenir de ce point de vue-là, c'est que ça, c'est une tâche parmi tant d'autres. Peut-être que les tâches qui nécessitent un peu débloquer l'argent, valider des paiements et tout, ça peut peut-être amener plusieurs niveaux d'approbation parce qu'on ne veut pas que l'argent s'en aille quelque part et puis après, ce n'est plus la peine, on a de la misère à récupérer. Mais les autres tâches, en fait, qui peut-être ne nécessitent pas forcément de la circulation de l'argent, c'est que il faut penser vraiment à limiter le nombre de A. Et là, en fait, on développe ce cours-là, ou alors cette matière de responsabilité pour dire que si c'est vous qui avez la latitude d'affecter les rôles, par exemple, ben, si vous n'avez pas la latitude d'affecter les rôles, en ce moment-là, vous ne faites que subir, vous n'avez pas d'autre choix.
ici, il faut avoir un niveau de responsabilité sur le projet pour être capable de faire ces ajustements-là. Donc, nous, on suppose que après votre formation en gestion de projet, vous serez tous des responsables de vos niveaux par rapport au projet. C'est vous qui devrez décider de la bonne marche à suivre. Ben, si vous vous occupez de cette fonction-là, voilà un peu des outils qui pourront vous permettre justement de mieux faire, d'éviter de dépasser les délais justement en planifiant les ressources humaines de cette manière. Vous voyez, on peut dire hein, quelque part que les ressources humaines, ah oui, ça ne fait pas partie des trois éléments, qualité, coût, délai. Mais vous voyez que le fonctionnement des ressources humaines peut avoir un impact sur justement ces trois éléments de performance du projet. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et puis, si jamais vous avez la, la responsabilité générale de l'organisation, ben, c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous remarquerez que moi, par exemple, je n'étais pas le responsable de l'organisation. Il y avait pas en tant que tel un responsable d'organisation, on avait le responsable admin-finance qui travaillait quasiment dans tous les projets. Et puis, on avait le chef de projet, lui, il avait sa manière de gérer son projet. Mais moi, toute tâche qu'on me confiait, c'est-à-dire quand on me dit, OK, telle activité du projet, c'est ta responsabilité, en ce moment-là, je développe mon petit outil. Vous voyez, ce n'est pas une matrice RACI pour l'ensemble du projet, mais c'est une matrice RACI pour l'activité de formation des chefs de quartier en gestion des conflits et prévention de la délinquance. J'ai aussi une autre activité qui consistait à réaliser le DLS, le diagnostic local de la sécurité. C'est une étude. Là aussi, j'ai planifié mes affaires de cette manière-là. À chaque fois, j'avais mes outils. Mes collègues me disaient, mais toi, à chaque fois que tu dois faire un truc, tu nous mobilises tous. Je dis, ben, c'est pour éviter quelque part que je ne fasse pas mon travail convenablement, correctement. Donc, ce sur quoi j'ai une responsabilité, ben, je planifie, en fait. Puisque je n'avais pas une main mise sur toute l'organisation, je n'étais pas le responsable de l'organisation, j'avais un rôle à jouer, ben, les activités liées à mon rôle, je les planifiais de cette manière-là pour faciliter justement la gestion des activités, de sorte qu'à chaque fois que je finissais une activité, c'était des félicitations. Ah ouais, vraiment, tu as bien géré ça, c'est correct, et tout, tout, tout. Donc, voilà un peu. Mais le jour où on va me mettre à la tête d'une organisation, eh ben, je vais sortir mes outils pour pouvoir la faire fonctionner et apporter ce changement-là pour que toute l'organisation fonctionne de cette manière-là. Je n'ai pas encore eu cette chance-là. Pour l'instant, je subis, mais lorsque j'ai une activité qui est totalement sous ma responsabilité, même si ce n'est pas tout le projet, je m'efforce à appliquer mes outils là-dessus, en fait. Non seulement pour ne pas les oublier, parce que si on ne les utilise pas, on les oublie, mais aussi pour faire le travail efficacement en réalité. C'est bon? Je pense Oui, que c'est c'est tout. bien compris. Merci. Voilà. Ouais, merci Ah, ah, beaucoup. C'est bien compris. merci beaucoup. Ouais. Hmm. Alors, donc je pense que ça nous édifie beaucoup sur... Donc, je reprends les conseils. Éviter plus de 1 R, éviter beaucoup de A, éviter des tâches sans R. Voilà, ça, c'est vraiment les conseils fondamentaux. Pas beaucoup de R, pas beaucoup de A. Éviter l'absence de R pour une tâche. Super. Bien, ça finit la partie sur la communication, pardon, sur les ressources humaines, sur la planification organisationnelle ou la planification des ressources humaines. Et Docteur, oui, j'étais en train de parler, peut-être vous m'avez pas entendu. Je voulais dire, par rapport aux matrices RACI, vous avez dit oui. d'éviter beaucoup de R et beaucoup de A. Mais est-ce que Mhm. dans le matrice, on peut avoir des colonnes vides, par exemple, où il y a le R, il y a le A, mais il n'y a pas le I, c'est-à-dire l'informer ou bien le consulter? Oui. C'est-à-dire que Donc, vous pouvez avoir des tâches où vous n'avez que un seul, vous n'avez que le R et les autres sont absents. C'est correct? Ou bien vous avez le R et le A, vous n'avez pas de I ni de C. Ça peut fonctionner. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'il n'y ait pas de A, de R, pardon, qu'il n'y ait pas de R. Éviter ok, l'absence de R. d'accord. Éviter l'absence de R, éviter de multiplier les A, éviter de multiplier aussi les R. Mais vous pouvez avoir Ok, beaucoup de C, beaucoup de I, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, beaucoup de C vont vous permettre de mieux faire votre travail. OK? Par exemple, d'accord. moi, quand je faisais mon DLS, mon diagnostic local de la sécurité, j'étais réalisateur, mais j'avais besoin, par exemple, qu'on recrute des enquêteurs. Et cette tâche-là,
comment dire, était géré par lui. Donc, je devais le consulter. OK, ben, combien on dispose pour les enquêteurs? Ça me permet de déterminer combien d'enquêteurs je dois prendre pour combien de jours. Et puis, donc, lui, je vais le consulter. Et l'autre côté aussi, ben, on pouvait avoir la chargée de projet qui était là aussi, où je pouvais dire, OK, ben, quel type d'information tu as besoin qu'on collecte et tout, tout, tout. Elle va me dire, OK, j'ai besoin de telle information et tout, ben, pour permettre de faire le questionnaire. Tandis que, ben, voilà, même le coordinateur, lui aussi, je peux demander, OK, quel élément il souhaiterait qu'on ajoute au sondage, on peut intégrer et tout. Donc, je peux avoir beaucoup de C et je peux aussi avoir beaucoup de I. Par exemple, si beaucoup ont leurs tâches, vous savez, on avait vu, par exemple, des tâches dans la planification opérationnelle, on avait vu, par exemple, que la tâche G qui est là, admettons G ici, peut avoir plusieurs tâches qui sont liées, par exemple. Donc, admettons qu'on a I ici, on a F ici, et puis on a, par exemple, K ici. Donc, normalement, ben, tous ceux qui sont responsables de K, F et I sont censés informer G. C'est-à-dire, doivent avoir dans leur matrice, doivent avoir devant le responsable de G, de I, parce que G va attendre qu'eux, ils finissent pour commencer. Donc, quand ils finissent, là, il faut qu'ils informent G, que G puisse avancer. Vous voyez, donc, la réalisation de la tâche G est conditionnée à ça. Donc, K, F et autres, c'est pareil. Ou encore, on peut avoir G qui est là, et G lui seul, il a, admettons, 3 points comme ça. C'est-à-dire, on aurait par exemple L ici, et puis on a M, et puis O. C'est-à-dire que L ne peut pas commencer tant que G n'est pas terminé, M ne peut pas commencer tant que G n'est pas terminé, O non plus. Donc, celui qui réalise G, ben, doit informer L, il doit informer M, et il doit informer O. Vous voyez un peu? Donc, si, admettons que ici, là, on a, ça c'est la tâche G, et que L est réalisée par celui-ci, et puis M est réalisé par celui-là, et ça, en ce moment-là, on va avoir R ici, on va avoir C, on va avoir C, on va avoir, pardon, pas C, ça va être plutôt I. On va avoir un I ici, un I là, et puis un I ici. Parce que ben, tous ces trois-là ont leurs tâches qui sont liées à lui, sa tâche G. Donc, on peut avoir plusieurs I, plusieurs C, mais limitons le nombre de R à 1 et limitons le nombre de A. Bien. J'avais vu des mains levées. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette partie-là avant qu'on ne passe au dernier thème? OK, j'imagine que pas de problème. Alors, on va voir à présent la matrice de communication. En fait, oui, à quoi? Alors, docteur, Oui, oui, c'est Séverin C. OK. J'ai un souci avec mon micro là. Ah, d'accord, je vois. D'accord, c'était par rapport au côté information, c'est pourquoi après j'ai baissé la main, parce que j'ai Mhm, voulu juste dire que il y a non seulement qu'on peut prendre des informations, et on mhm. peut également informer. Donc, ça devient un peu à double sens. Oui. En fait, si on veut prendre les informations, en ce moment-là, c'est le C Oui. qu'il Ok, faut. ça, c'est la consultation. Exactement, ça c'est la consultation. Donc, si on doit prendre de l'information auprès de quelqu'un, la personne devient C pour notre tâche. Mais si nous, on doit communiquer l'information à quelqu'un, ben, la personne à Oui. qui on communique devient un I, donc une personne informée. Informé. Voilà. Ouais. Voilà, c'est comme et le responsable, qu'est-ce que je veux dire? Celui qui approuve, c'est-à-dire le Oui. A. Le A, lui, il approuve. En fait, et le A, il est informé en ce sens qu'on lui transmet ce qu'on a fait et on attend qu'il décide de, fait qu'il prenne la décision. C'est bon, on laisse ça et puis on passe à autre chose.
C'est bon? Bien. Donc, on va pouvoir... Il y a deux mains levées, hein? Allô? Oui, Docteur, oui, le bailleur. je disais pour enchaîner, Oui. Ah, on n'entend plus le bailleur, hein? Ok. Il y avait Oumar aussi qui a levé la Docteur, main. moi, je peux intervenir. Heureusement pour nous, le bail est parti, c'est bon. On continue. Ah, Ouais, 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 ouais. Ah, docteur, oui. Ah, Oumar aussi, on l'entend plus, hein? allô? bon, par rapport à la Je pensais que je parlais avec toi. C'est pourquoi responsabilité, là, Oui, Je crois qu'il y a si deux je- sortes si j'ai bien compris. connectés oui. dans un endroit. S'il vous plaît, désactivez l'autre ordinateur, l'autre micro, sinon ça nous perturbe quand on peut Allô? parler. Oui, allô, oui. Le cabas qui est Oui, en mais vidéo là. est-ce que de toute façon, on applique la matrice comme pour éviter la lourdeur administrative dans le projet? À supposer de ne pas, en matière de projet, de ne pas avoir beaucoup de responsables, comme vous avez dit, de limiter le nombre de R à 1 et de ne pas aussi multiplier beaucoup de A. Oui. 1 ou bien 2, c'est bon. Comme c'est sur les tâches réellement, la question que je voudrais poser réellement, est-ce que ça même, c'est possible de pratiquer ça sur le projet elle-même? Oui, oui. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que ici, là, vous voyez, rédaction et envoi de courrier, réservation de la salle, restauration, activité de communication et tout. Ça, ce sont des tâches d'une activité. Normalement, quand vous faites la structure de coupage du projet, vous allez avoir toutes les tâches du projet. Toutes ces tâches-là, vous allez devoir les aligner dans un tableau. Ça va être un long tableau, hein. Vous voyez, vous allez devoir lister toutes les tâches à réaliser dans le projet. Et maintenant, pour chaque tâche, maintenant, vous regardez, OK, qui est R, qui est A, qui est C, qui est I, qui est R, qui est A, ainsi pour toutes les tâches, vous regardez ça. C'est bon? Oumar, ça va? Oui, ça va, j'ai bien compris. Voilà. Merci, docteur. OK, le bailleur. Oui. La réponse que vous avez donnée, je suis déjà satisfait par rapport à la question que je devrais poser. Merci. Merci, Baye, vous êtes le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Donc, on va pouvoir parler de la communication qui est aussi un élément à planifier parce que dans le projet, on a des parties prenantes, donc il faut fluidifier un peu le partage d'informations entre ces parties prenantes-là. Donc, communiquer au sein d'un projet, l'objectif, c'est quoi? C'est d'assurer de créer de l'information de qualité et en quantité aussi voulue et faire en sorte que ces informations-là puissent parvenir aux parties prenantes au bon moment. C'est l'objectif de la communication. Maintenant, pour gérer ces communications au sein d'un projet, il faut utiliser une matrice. Il y a une matrice pour ça qui constitue l'outil qu'on va utiliser. Et cette matrice-là, on va l'appeler la matrice de communication, des communications du projet. Mais pour faire cette matrice, on a besoin de trois choses. On a besoin de la matrice des parties prenantes. OK? La matrice des parties prenantes, dans le fond, ben, c'est un document dans lequel on va avoir la liste des parties prenantes. On a déjà vu ça en planification stratégique de projet, où on a parlé un peu de qui est partie prenante. On a dit que la partie prenante est caractérisée par deux choses. C'est que la personne peut affecter ou peut être affectée par votre projet. Donc, la personne peut affecter ou être affectée positivement ou négativement. Donc, toute personne qui a un lien avec votre projet, un lien où la personne peut être affectée ou être affectée, vous devez avoir la liste de tous les acteurs qui constituent vos parties prenantes. Ça vous permet de pouvoir planifier les communications pour savoir quels sont les besoins de communication de chaque partie prenante et quels sont les besoins d'information de chaque partie prenante. Vous avez besoin aussi du calendrier, parce que ça vous permet de savoir à quel moment telle partie prenante aura besoin de telle information ou à quel moment telle information sera disponible et tout. Et si vous comprenez bien tout ce qu'on est en train de parler comme ça, tout ce qu'on est en train de présenter en termes de planification opérationnelle,
Dans la plupart des cas, ça repose sur les épaules du responsable de suivi et évaluation au sein des projets. Normalement, s'il fait bien son boulot, là, si vous maîtrisez vraiment ça, vous devez être le responsable de suivi et évaluation est la tête pensante, en fait, de l'organisation. Normalement, même quand le chef de projet est absent, il est censé assumer l'intérim parce qu'il maîtrise bien le projet que quiconque. Il doit être capable, justement, de gérer ces différents outils-là. Donc, autre élément à prendre en considération, ce sont les facteurs organisationnels dont on a parlé tantôt, qui sont à tenir en compte pour pouvoir vraiment faciliter, hein, la fluidité de l'information entre les parties prenantes. Ben, dans cette matrice des communications, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve des données concernant les parties prenantes les plus importantes du projet. C'est vrai qu'il y a certaines parties prenantes qu'on ne va pas pouvoir mettre, mais la plupart des parties prenantes, on va pouvoir les mettre là. Ensuite, dans la matrice des parties prenantes, on a besoin de placer quoi? De placer les informations sur les parties prenantes. Et c'est sur la base de ces informations-là qu'on va déterminer qui est destinataire de quel type d'information, qui peut être destinataire de telle information, et cette information va venir de qui va se charger de prendre l'information de l'expéditeur vers le destinataire, par exemple. L'échéancier contient des informations qui permettent de déterminer à quel moment quelques documents qu'on utilise pour communiquer sont disponibles. C'est pourquoi on a besoin de ça, et ça constitue un facteur organisation, un facteur à prendre en considération ou un outil d'entrée. Les facteurs organisationnels aussi, ben, dans ces facteurs organisationnels, c'est que les facteurs qui caractérisent l'organisation vont déterminer les obligations internes du projet qui peuvent permettre justement de communiquer aux différents niveaux de l'organisation. La matrice de communication que je vais vous présenter, elle répond aux besoins des différents acteurs importants de votre projet ou des différentes parties prenantes importantes de votre projet, avec objectif d'établir de l'information et de déterminer à quelle fréquence l'information va être communiquée. Et dans cette matrice-là, on va pouvoir mettre la description de toutes les informations qui doivent être communiquées aux parties prenantes, mais aussi on doit pouvoir préciser les acteurs qui sont chargés d'abord de collecter l'information, de les modifier et ainsi que de les diffuser. Donc, ce sont des éléments dont on aura besoin de manière précise. Voici un peu un exemple de matrice de communication. En fait, ça va pouvoir répondre à l'examen de Quintilien, le QQO-QCP, par exemple. Premièrement, d'abord, vous devez pouvoir déterminer l'objectif, l'utilisateur, le responsable et le temps. Par rapport à l'objectif, on répond à deux questions d'examen de Quintilien, c'est-à-dire le quoi et le pourquoi. Le quoi, par exemple, le rapport d'avancement, c'est une information dont on a besoin de communiquer. Pourquoi on a besoin de rapport d'avancement ou on a besoin de communiquer le rapport d'avancement? C'est pour permettre aux parties prenantes de contrôler. Et ce rapport d'avancement, à qui on doit l'envoyer? Qui l'utilise? Donc, c'est le bailleur, par exemple. Il a besoin de rapport d'avancement pour décider est-ce qu'il continue avec vous ou pas, ou alors le client. Mais comment ces bailleurs-là entrent en possession de votre rapport? Ben, le rapport il va être écrit sous un format donné. Peut-être que c'est sur format Word, ça va être un document, un rapport imprimé que vous allez lui expédier, quelque chose comme ça. Maintenant, qui va envoyer ou qui va produire, pardon, ce rapport-là? Admettons ici, on a précisé que c'est le chargé de projet qui est censé rédiger le rapport d'avancement. Maintenant, qui est chargé de transmettre ce rapport-là au bailleur? C'est le chef de projet. Quand est-ce qu'il va envoyer le rapport? Vous avez les échéances dans le 1er juillet. Et à quelle fréquence le rapport va être envoyé? Le rapport va être envoyé trimestriellement ou bien semestriellement ou quoi, peu importe. Donc, cette matrice vous permet, et vous devez avoir cette matrice-là pour toutes les communications à envoyer. Vous mettez la communication, c'est à quoi l'objectif, à quoi la communication va servir, à qui c'est destiné, comment la communication va lui parvenir, qui doit produire l'information à communiquer, qui transmet l'information, quand est-ce que l'information va être transmise et à quelle fréquence l'information va être transmise. Oui, Robert. Oui, docteur, c'est pas Robert.
Ah, OK. Puisque c'est son nom que je vois là, c'est pourquoi je me trompe à chaque fois. Allez-y. C'est Robert féminin, Robert. Ah, Donc, OK. Donc, ça doit être Binta, hein, Fatou. oui, c'est OK. bon. Alors, je regardais un peu quand vous étiez en train de parler des parties prenantes et Oui. la matrice gabarit la matrice gabarit, mais la gabarit de la matrice. Alors, Oui. je ne retrouve pas du tout le rôle ou comment on pourrait communiquer avec les bénéficiaires qui font partie aussi des parties prenantes. Ah oui. Dans le fond, c'est parce que on n'a pas fait la liste exhaustive de tous les quoi. On a mis juste un seul quoi ici. Maintenant, quand vous pensez à vos bénéficiaires ont besoin de savoir quoi. Par exemple, ce que ces bénéficiaires ont besoin de savoir, ben, vous allez pouvoir mettre ça ici. Vous allez pouvoir écrire, OK, ben, telle information, OK, pourquoi cette information, ça va servir à ça, à qui c'est destiné, ben, les bénéficiaires finaux, par exemple, et quel format les bénéficiaires vont avoir ça comment? Est-ce qu'au travers un spot, ou bien au travers une séance de causerie éducative, quelque chose comme ça? Qui va produire l'information? Vous mettez. Ben, qui va transmettre l'information à ces bénéficiaires-là? Vous mettez. Et quand est-ce que l'information va aller à ces bénéficiaires? Vous mettez. Et puis là, vous aurez aussi à quelle fréquence l'information va être communiquée. Donc, normalement, la colonne là est censée présenter toutes les parties prenantes, bénéficiaires, bailleurs et tout. Là, j'ai juste donné un exemple pour dire que vous pouvez vous inspirer de ça pour en faire pareil aussi pour tous les autres, pour toutes les autres parties prenantes, par exemple. Si par exemple, les organes de l'État font partie de vos parties prenantes, ben, qu'est-ce que ces organes-là ont besoin comme information? Ben, vous allez mettre ce que ces organes ont besoin ici, et vous mettez ici, admettons, ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance. Pardon, pas ça. Pourquoi l'information vous mettez? Et puis, à qui? Ben, vous allez mettre le ministère de l'Action sociale. Ben, sous quel format ils vont recevoir? Est-ce que ce serait un rapport, un communiqué ou en tout cas quelque chose comme ça? Et qui va produire l'information qui va être envoyée? Qui va transmettre l'information au ministère? À quel moment on va envoyer? Et à quelle fréquence l'information doit être communiquée? C'est bon? Oui, c'est bon, docteur. Ouais, Maintenant, docteur. ma Oui. question, Allez-y. je continue s'il vous plaît. Oui, allez-y. Pas d'objection. Merci. Donc, j'étais en train de dire, est-ce que ce gabarit de matrix, c'est dans la mise en œuvre des activités? Alors que quand on était en train de faire la généralité des projets, on avait Oui. parlé aussi de l'analyse des parties prenantes et même le plan de communication qui se faisait dans la description du projet. Ça veut dire qu'on tient compte de ça aussi dans la mise en œuvre du projet. Dans le fond, ici, là, vous savez, quand on est en, comment dire, en amont, en planification stratégique, on est en train de penser à développer l'amont du projet. Le projet n'est pas encore mis en œuvre, on développe l'amont du projet. Mais quand planification opérationnelle, c'est vraiment, on a maintenant le financement et tout, on doit exécuter le travail. On veut éviter qu'il y ait des situations qui nous amènent à ne pas respecter les trois éléments sur lesquels on s'entend avec le client. Donc, on est vraiment dans l'opérationnel. Vous voyez, vraiment, ça, c'est vraiment des trucs pratiques qu'on applique pendant qu'on est en train de mettre en œuvre le projet. Oui, docteur. Oui. Allô? Oui, allô? Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous pouvons revenir au niveau de l'objectif? Puisque vous avez dit pourquoi. Contrôle, là, c'est lié par rapport à l'avancement du projet après avoir déposé le rapport. Ça, c'est la première question. La deuxième question, utilisateur. Vous avez dit à qui? Vous avez mis bailleur, ensuite vous avez pris l'exemple sur un ministère. Donc, l'utilisateur, c'est le bénéficiaire. D'abord, c'est le bailleur de fonds et le bénéficiaire, ou bien comment ça se passe? Ensuite, vous avez dit encore au niveau de comment écrire au format. C'est l'activité, c'est la proposition d'une activité ou bien c'est quoi? OK. D'accord. Je reviens un peu là-dessus. En fait, on suppose que, du point de vue objectif, une information qu'on veut communiquer, je donne ça, c'est un exemple d'information, c'est le rapport d'avancement. OK?
Le rapport d'avancement est une information. Mais cette information-là, pourquoi on a besoin de la communiquer? Ben, ça vous permet au destinataire d'avoir un contrôle sur ce qui est fait. C'est-à-dire d'être informé sur le niveau d'avancement des choses. Et le bailleur est informé, le rapport d'avancement lui permet, lui, destinataire de ce rapport-là, d'avoir un contrôle sur l'exécution du projet. Maintenant, à qui le rapport-là est envoyé? Mais c'est au bailleur. Donc, en fait, dans cette colonne à qui, là, ce sont les parties prenantes qu'on va voir. Donc, cette information est destinée aux parties prenantes, au bailleur. Si, par exemple, le rapport d'avancement peut aussi être destiné à un autre acteur, en ce moment, on peut fusionner ces deux colonnes, ces deux cellules, et puis on met le second acteur à qui le rapport d'avancement peut être envoyé. Lui va se retrouver ici aussi. Et ici, on demande sous quel format. C'est-à-dire que comment on va envoyer le rapport? Est-ce que le rapport d'avancement, ça va consister à téléphoner au bailleur pour dire, ah, monsieur le bailleur, ben, on est rendu à tel niveau? Ou bien est-ce que c'est un courriel qu'on va lui écrire pour dire que, OK, monsieur le bailleur, bon, depuis qu'on a commencé telle activité, on est rendu à tel niveau, tel niveau, tel niveau? Ou bien est-ce que c'est un document vraiment qu'on va écrire, qu'on va rédiger sous format Word et qu'on va envoyer par courriel? Ou est-ce que c'est un document qu'on va rédiger, imprimer, mettre dans une enveloppe et transmettre au bailleur? OK? Il faut indiquer le comment ça va être envoyé. C'est un peu ça. Maintenant, de qui là, c'est de savoir, OK, on dit qu'on va faire le rapport d'avancement. Ce rapport d'avancement constituera un document rédigé et imprimé, envoyé au bailleur. Qui va rédiger ce document? On suppose que c'est le chargé de projet. Maintenant, est-ce que c'est lui qui va envoyer au bailleur? Non. Celui qui va envoyer au bailleur, c'est le chef de projet. Ça veut dire que le chargé de projet, il va produire le document, il va soumettre au chef de projet, et le chef de projet, une fois qu'il a approuvé, il va pouvoir transférer ça au bailleur. Maintenant, quand le chef de projet va-t-il envoyer le document? Quand est-ce que le bailleur attend de recevoir le rapport d'avancement? On a mis une date. Maintenant, OK. Puisqu'il n'y a pas qu'un seul rapport d'avancement, un rapport d'avancement est dû à quelle fréquence? On suppose qu'à chaque trimestre, par exemple, il faut envoyer un rapport d'avancement. Moi, le projet dans lequel j'ai travaillé, c'était trimestriellement. Qu'est-ce qu'on faisait? À la fin du trimestre, on faisait un rapport de ce qu'on a fait pendant le trimestre et on planifie ce qu'on doit faire pour le trimestre suivant et on envoie le budget. Parce qu'en fait, on recevait le montant pour avancer en fonction de... En fait, la soumission ou la réception, le décaissement était fonction du rapport d'avancement. Quand on envoie le rapport d'avancement, on pouvait avoir un décaissement. Donc, qu'est-ce que nous, on faisait? On fait le rapport d'avancement. Après, dans le rapport d'avancement, on précisait tout ce qu'il y a à faire comme activité, c'est-à-dire on ajoutait un plan d'action opérationnelle pour le trimestre suivant et on ajoutait à ça un budget pour dire que, OK, pendant telle période, le prochain trimestre, on va exécuter telle tâche et pour ça, voilà le budget qu'il faut. Et on essayait d'envoyer très tôt le rapport. Et une fois que le rapport est parti, nous, on envoyait ça pas au bailleur, nous, on envoyait, moi, je peux développer le rapport, ou alors l'une de mes collègues développe, c'était normalement Justine qui était responsable parce qu'elle était chargée de projet. Elle faisait le rapport, et nous autres, on faisait nos inputs, et puis, une fois que le chef de projet validait, on envoyait au directeur, à notre patron, le directeur général de l'organisation. Et lui, il se chargeait d'envoyer au bailleur. Donc, lui, il envoie au bailleur avec tout ce qui s'ensuit. Et en même temps aussi, ben, dès que le bailleur valide, lui, même si le bailleur n'a pas encore viré les fonds, lui, il peut prendre les fonds de son organisation et envoyer dans notre projet, de sorte que quand le bailleur fait le paiement, et puis ça, il remplace ses sous là-bas. Et donc, nous, on a le montant qu'il faut pour pouvoir avancer parce qu'il considère que tout avance bien. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres types d'informations, telles que l'information sur le décaissement. On aurait pu mettre ça ici, OK. Info sur le décaissement, OK. Ben, pourquoi on a besoin d'informations sur le décaissement? On précise ça. Ben, à qui l'information sur le décaissement doit être communiquée? Est-ce au responsable admin-finance et autres? Et comment l'information lui est communiquée? Peut-être que c'est par un courriel. On peut lui envoyer peut-être un courriel, un message pour dire, monsieur, c'est disponible. Maintenant, qui va envoyer le courriel? Peut-être c'est le directeur général de l'organisation. Ou alors, pardon, c'est le bailleur qui
qui fait le décaissement, mais qui informe le responsable admin final de l'organisation que le montant est disponible. Peut-être que c'est le directeur de l'organisation. Et puis, peut-être que là aussi, hein, l'information va être communiquée à une date donnée et puis en fonction d'une périodicité donnée. Donc, voilà un peu globalement comment ça fonctionne. C'est un début de remplissage que j'ai eu à faire ici. Mais vous, en ce qui vous concerne, vous devez être capable d'identifier tout ce qui est besoin d'information, tout ce qui est besoin d'information de vos différentes parties prenantes et pouvoir lister tout ça là-bas pour pouvoir continuer. Ouais, docteur, je vous remercie. C'est bien copié. OK, merci. OK. OK. Donc, Idrissa? Allô, Idrissa, vas-y. On t'écoute. Et là, on n'entend pas, hein? OK, en attendant, on prend colis. Je pense qu'Idrissa doit avoir un problème d'Internet. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, je voudrais savoir cette matrice-là. Est-ce que c'est une matrice de communication externe, hein, c'est-à-dire, comment je vais appeler ça? Oui, pour communiquer avec les parties prenantes, donc naturellement, avec les parties prenantes sont à l'externe. Oui. Donc, c'est externe. Maintenant, si c'est interne, Ben, ça peut prendre est-ce que le si même c'est temps. interne, c'est le même plan? Oui, ça peut aussi fonctionner pour OK. l'interne. Hein. Ça peut fonctionner aussi pour l'interne. Oui. OK. Ah, on aurait dû avoir ça avant notre devoir. Ah bon, pourquoi? Ça vient d'un devoir catastrophique. OK. Donc, en fait, essentiellement, je pense que c'est ce qui me restait, moi, à vous expliquer avant que vous n'écoutiez Emad et Tedari, parce que je pense que c'est la dernière diapositive. Et Tedari vous entretienne sur la planification des risques. Comme je vous l'ai dit, il est déjà informé. On s'est croisé hier à l'université. Donc, il va pouvoir, je vais lui écrire pour demander s'il est disponible lundi. Ou sinon, mardi, voilà, il pourrait naturellement se faire le devoir de vous présenter ça. Oui. Allô, docteur, est-ce que vous me Idrissa? recevez? Voilà. Allô, docteur, est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Voilà, c'est juste la dernière présentation, là, je voulais que vous reveniez. J'avais demandé la parole, mais vous n'avez pas compris certainement. OK. Dernière présentation. Revenir sur quel aspect, par exemple? C'est juste au niveau de le plan le dernier diapo que vous venez de faire passer là. Le plan de communication? Effectivement, oui. Quelle partie vous voulez? Voilà, c'est bon. C'est justement, lorsqu'on parle de responsabilité, vous avez dit de qui et par qui. Je vois ici chef de qui, chargé de projet, par qui, chef de projet. C'est que je n'ai pas bien compris cette différence-là ici. De qui et par qui. De qui? On parle de qui produit le rapport d'avancement. Qui produit le quoi? OK? Oui. C'est-à-dire de qui vient le quoi? Oui. Par quel canal ce quoi-là arrive à qui? OK. Le rapport est produit par le chef de projet, le chargé de projet, et transmis au bailleur par le chef de projet. OK. Et quand je cherche à faire le lien, par exemple, de la matrice RACI, on dit, par exemple, que c'est le R on ne doit pas multiplier les R, donc on doit avoir un R pour une activité. Par exemple, l'élaboration des rapports d'avancement, on doit avoir un seul responsable. Oui. Est-ce que si je vais dans ce sens-là, on peut avoir, c'est la même activité ici pour les deux activités-là, c'est pour le même responsable ou bien il y a deux activités différentes en ce moment? Il y a deux activités différentes. Ici, là, vous avez production du rapport d'avancement. Ici, vous avez transmission du rapport d'avancement.
OK? OK. Lui, il produit le rapport, il envoie au chef de projet. Donc, en produisant, il est le R et pendant ce temps-là, le chef de projet est le A. OK? Tandis que D'accord. la transmission du rapport au bailleur, en ce moment, le chef de projet est le R, mais le chargé de projet est le C. I. Ah, OK. Le Parce C. que c'est lui qu'on consulte, c'est lui qui envoie le rapport pour qu'on puisse transférer. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, on a Abou Maïmouna Diallo. Oui, docteur, justement, j'ai un souci par rapport, je sais que voilà, les compositions de l'équipe du projet peuvent différer, mais je n'arrive pas justement à comprendre la différence entre chargé de projet et chef de projet, quoi. Ouais, souvent, le chargé de projet, c'est comme l'assistant du chef de projet. Ah, voilà, d'accord. Ouais. Dans le cadre d'un projet, vous pouvez voir un projet où il y a plusieurs articulations et le chef de projet, il peut avoir plusieurs chargés de projet. Par exemple, en ce qui me concerne là, je pense que moi, j'ai été dans un projet qu'on appelle le programme d'appui à la réforme de la sécurité. Nous, on avait le volet gouvernance locale de la sécurité. Et dans ce volet gouvernance locale de la sécurité, il y avait deux composantes. Il y avait trois composantes. Une première composante qui était temporaire, qui était le diagnostic, et une seconde composante qui était l'initiative policier référent, et une troisième composante qu'on appelait l'initiative CLSPD. Donc, moi, j'étais responsable, j'étais chargé de projet pour le diagnostic local de sécurité, tandis que ma collègue Justine était chargée de projet pour l'initiative policier référent. Et puis, on en avait une autre, comment elle s'appelle maintenant, au BSD du ministère de la Pêche, comme ça. Elle était responsable de la composante CLSPD. Vous voyez, on avait trois chargés de projet. Et on avait une chef de projet. On avait une dame, c'est elle qui nous gérait tous, qui était la coordonnatrice du projet. En fait, elle coordonnait le projet, donc elle était chef de projet. L'autre chef de projet était coordonnatrice. Dans certains projets aussi, le chef de projet est directeur de projet. Donc, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, c'est bon. Voilà, merci. Alors, donc, je pense qu'essentiellement, c'était ça pour aujourd'hui. Je vais pouvoir vous laisser, vous allez continuer à travailler ensemble sur les cas. Il n'y a plus d'études de cas en groupe qui restent à faire, non? Ce qui reste maintenant, ça va être des études de cas individualisées. Là, on va appliquer ça sur les logiciels. Ça va être individuel en ce moment-là. Ben, si vous pouvez finir toutes les études de cas et puis m'envoyer les résultats pour que je puisse déjà préparer des notes liées à ça, ça serait excellent. OK, docteur. Oui. Est-ce qu'on peut compiler pour faire un seul document, par exemple, de toutes les études de cas, de toutes les études de cas? Vous pouvez faire un seul document, mais à chaque fois, indiquer étude de cas numéro 1, numéro 2, numéro 3. On en a fait 3, non? Ou 4? Et on a fait 3. On a fait une étude de cas en présentiel. En présentiel? Oui, la SDP. On a fait la SDP. Ce n'était pas les mêmes équipes, ce n'était pas les mêmes groupes. C'est ça aussi. OK, d'accord. Faites les deux, vous envoyez, et puis après, on va s'occuper des autres. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. OK. Oui, mais Merci, docteur. Docteur? Oui. Par rapport aux études de cas, je vous rappelle que ça va faire 3 maintenant. Oui. Pour les équipes qu'on vient de constituer en ligne. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, on a fait 4 études de cas, dont 3 en non, ligne. comment? Je ne pense pas. Est-ce que pas 3, parce que je pense que la première étude. On a fait 4. Moi, en tout cas, je me rappelle que c'est 4. Il y a la SDP. Oui. Ensuite, il y avait le chemin critique. Oui. Ensuite, il y avait où on a demandé de faire date au plus tard, mardi, là. Et puis, il y a maintenant l'autre qu'on a vu avant-hier, c'est-à-dire la valeur gagnée. La gestion de la valeur gagnée. Docteur. Oui.
Moi, je suis en train de penser que le chemin critique et les marges là, c'est un exercice, une seule étude de cas. Non, mais on l'a décomposé en deux. Il y avait une première partie où le travail devait se faire jusqu'au niveau du chemin critique et c'est limité là-bas. Oui. Une deuxième étude de cas a consisté justement à poursuivre cette fois-ci en mettant les dates au plus tard et tout. Alors que le premier exercice ou la première étude de cas, il n'y avait pas les dates au plus tard. On s'est basé juste sur le tableau où on met le chemin le plus long pour déterminer le chemin critique. Oui, maintenant, docteur, moi j'ai un autre vous avez traité ça? De toutes les façons, on peut considérer comme 3. Si vous voulez qu'on considère en 3, en ce moment, il faut dans le même document faire tout le processus jusqu'au niveau du tableau synthèse. Mais il faudrait qu'on voie le chemin critique qui est tracé, le réseau PET qui est tracé, qu'on voie aussi le tableau qui nous permet de déterminer le chemin critique et qu'on voit les masses au plus tôt, au plus tard, le tableau synthèse à la fin. En ce moment, je peux considérer comme une seule étude de cas, il n'y a pas de problème. En ce moment, on irait sur 3. Donc, oui, là, oui. Effectivement, parce que vous savez, moi je me rappelais, vous aviez dit, parce que la première fois, lorsqu'on a construit les équipes, il y a eu un problème de connexion et les gens ne se sont pas retrouvés entre les groupes. Et la séance qui a suivi, vous avez dit maintenant, on va fiser les équipes, c'est-à-dire on a constitué des équipes où on avait, je pense qu'on avait retenu les équipes où chacun est dans une équipe. Je pensais qu'aujourd'hui, on avait 2 cas qu'on devrait rendre. Parce que le premier cas, vous aviez dit, ça, on peut peut-être s'en passer, comme beaucoup de doléances quand même ont été faites. Je ne sais pas si c'est le cas ou bien si je n'arrive pas à comprendre. OK, envoyez-moi des études de cas sur, comment dire, depuis que les équipes sont figées, mais en intégrant tous les aspects, comme je l'ai dit, quoi. OK? OK, d'accord. Ouais. Merci, docteur. Merci beaucoup. Et puis, deuxième chose à ajouter, hein, c'est de se préparer en installant le logiciel. D'accord, docteur. MS Project, vous l'installez pour que la prochaine séance, qu'on puisse commencer à l'exploiter. Et le logiciel, est-ce que c'est vous qui allez partager pour nous ou bien comment on va s'y prendre? Non, chacun doit se débrouiller à l'installer. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Tu dois chercher, mon grand. OK. Mais demandez à Grand Projet. Je pense que... Idrissa, je vends ça à 500 000 si tu es intéressé. Voilà. Donc, on a déjà une solution. Attends, combien, Colis?